Et donc on vous propose de commencer cette série de conférences avec la conférence sur les 40 ans, où on va traverser les 40 années de Star Wars, célébrer ce 40e anniversaire, avec nos trois invités. Donc on a en partant tout au bout Antoine Barret, qui est l'auteur de la saga Star Wars Vue de France, co-auteur, et qui sera en dédicace juste après la conférence. On a ensuite Philippe Gage, qui est journaliste cinéma pour le magazine Le Point et aussi Le Point Pop. Et aussi, même si c'est pas du Star Wars, co-réalisateur de documentaires Marvel de Renaissance et Marvel Univers. Et enfin, on a Aurélien Dutel, qui est responsable des publications Star Wars chez Panini Comics et rédacteur en chef du magazine officiel Star Wars Newsletter. Donc, avant juste de traverser ces 40 années de Star Wars, question assez simple, quel a été votre premier contact avec l'univers Star Wars et quand est-ce que vous avez découvert cet univers? Alors, moi, c'était quand j'avais à peu près 10 ans, sur une VHS que j'avais enregistrée avec mon frère. Et en fait, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'étais passé un peu à travers tous les spoilers possibles, imaginables. Et du coup, je me suis pris une claque, en me trouvant comme ça. Alors, d'abord, je voulais juste remercier tout le monde d'être présent un samedi matin à cette heure-là. C'est pas évident, mais pour de commémoration de un certain chanteur. Mais non, voilà. Merci encore. C'est magnifique de vous passer. Moi, je l'ai vu à sa sortie en salle. J'avais 6 ans, des poussières. D'ailleurs, s'il est sorti en salle en France, je pars sous l'autorité de mon camarade. Octobre 77, oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, oui, en effet, j'avais 6 ans. Et évidemment, on ne se rend pas compte de tout à cet âge-là, sauf qu'on se rend en revanche compte de l'émerveillement absolument implacable que vous procurent les premières images du film. Je me rappellerai vraiment toute ma vie. J'avais été avec mes parents, ma grand-mère maternelle, et le générique du début, le défilement des lettres, les premiers moments, les premières apparitions de Luke Skywalker sur Tatooine, ça a été vraiment la mort de Ben Kenobi. J'avais pleuré pendant le film. Voilà, c'est une claque irrémédiable. On spoil pas là. Il faut être prudent. Et tout de suite après, un phénomène quand même assez évident dans la cour d'école, où très vite avec les petits camarades, on se battait, on s'échangeait les petites figurines, et les petits vaisseaux, les petits DRD, etc. Voilà, moi c'était à sa sortie pendant mon enfance. Moi, c'est très précis aussi. Déjà, pareil, merci à toute l'équipe et puis merci à ceux qui ont fait le saut dans l'hyperespace ce matin. On a peut-être tous quelque chose de George Lucas ce matin. Donc, bravo. Bravo. Et moi, c'est très précis. C'est-à-dire que j'ai pas vu le premier en salle. C'est un drame, mais j'avais à peu près ton âge, je pense. J'ai vu l'Empire contre-attaque quasiment la semaine de sa sortie. À la rentrée, j'étais en CE2, je me souviens très bien. Je suis allé avec ma mère un mercredi soir à Orléans, dans le cinéma Select, qui est devenu un magasin de lingerie féminine. Voilà, comme quoi tout arrive. Et le drame, c'est que je n'ai pas vu après le Retour de Jedi pour cause de, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 83, il y avait Cyrano de Bergerac avec Francis Weber au Mogador, mis en scène par, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, enfin bon voilà, et du coup mes parents m'avaient emmené au théâtre, et ils m'avaient dit c'est le théâtre ou le Retour de Jedi, j'ai dit je préférais le Retour de Jedi, non c'est le théâtre. Bon, voilà. Mais j'ai eu une séance de rattrapage puisque les films sont ressortis ensuite en salle en 85, à l'été 85 puis à l'été 86, et je fais partie de la génération qui, contrairement à Aurélien, a pu voir des films en salle finalement en version d'origine. Voilà, des versions, je pense qu'on en parlera, et des versions qu'on ne peut plus voir. Merci. Alors, l'idée de cette conférence, c'est de traverser les 40 années de Star Wars. On a mis une chronologie à l'écran, et donc, la question qui suit, c'est simple. Quel a été l'événement le plus marquant pour vous? Pour moi, je dirais que
c'est entre 2012 et 2014, c'est d'ailleurs entre le rachat de Lucasfilm par Disney et la date à laquelle j'apprends que je vais travailler sur la licence. Je travaillais déjà pour Panini Comics et donc ils ont récupéré la licence pour les comics et la licence de Star Wars Insider m'a proposé à ce moment-là de travailler là-dessus. Donc personnellement, c'est celle-là. Après, pour la saga, quand même, j'aurais tendance à dire que, et pourtant je ne suis pas un fan de la prélogie, mais j'aurais tendance à dire que 99, c'est peut-être une des dates les plus importantes, dans le sens où c'est celle qui... Des accords majeurs. Non, mais Si, dans un sens, c'est celle qui, en fait... alors, c'est pas ce que j'allais dire, c'est celle au contraire qui, d'une certaine manière, réamorce la pompe et fait que aussi, actuellement, il y a encore cette fascination de 40 ans après pour la saga. Il y aurait de toute façon, ça aurait été un film majeur de l'histoire du cinéma, même sans ça, mais d'une certaine manière, c'est ceux qui ont aussi permis à la saga de s'implanter de manière aussi profonde. On peut en débattre 2 petites secondes. 99, c'est une date importante, mais pour moi, c'est une date où Lucas casse son jeu. Non, mais ça entraîne. On va y revenir sur le 99. Ça, en plus, je ne suis pas forcément en désaccord avec là-dessus, mais je pense qu'il y a plein de films qui ont marqué leur époque. Star Wars en fait partie, mais le fait qu'il y ait une telle fascination 40 ans après, ça vient aussi du fait qu'à un moment, Lucas a décidé de refaire des films Star Wars et de relancer ça. J'ai cette impression après. C'est plus à titre personnel. Je vais encore faire mon vieux con, mais je me rappelle très bien quand le Retour du Jedi est sorti en 1983. Là, on avait vraiment une prise de conscience de l'importance médiatique de la franchise. On en parlait au JT, je me rappelle très bien, j'ai cette vision très nette de Christine Ockrent qui présentait le JT de 20h sur Antenne 2, qui n'était pas France 2, et qui annonçait le dernier volet de la trilogie Star Wars, le retour du Jedi. Et dans ma cour de lycée, alors je parlais de la cour d'école tout à l'heure, et entre-temps j'étais au collège, c'était un événement incroyable. Moi j'avais acheté le Starfix spécial Retour du Jedi. Starfix c'était un mensuel de cinéma formidable à l'époque, qui était le mensuel des années 80, pour beaucoup de films. Et le Retour du Jedi, c'était vraiment le film où on allait avoir les réponses sur mais bon sang, est-ce que c'est bien vrai que Darth Vader est le père de Luke Skywalker? Mais qui est ce nouvel espoir dont parle Yoda quand Luke quitte Dagobah? Enfin, il y avait vraiment Lucas avait réussi à complètement feuilletonner et soapiser la saga, et à la veille de la sortie du Retour du Jedi, on était vraiment tous ceux qui avaient vu La Guerre des Étoiles et l'Empire contre-attaque étaient mais au taquet, vraiment au taquet. Et moi, c'était mon premier souvenir de comme ça attendre à ce point une suite, et dont on savait en même temps que ça allait être le dernier volet de la saga. Donc il y avait en même temps énormément d'excitation, énormément de tristesse. Ça a beaucoup compté. Voilà, dans mon parcours de cinéphile, j'en ai encore un souvenir extrêmement vibrant. Et puis c'est aussi un film qui a compté énormément aussi à titre personnel pour Lucas, et qui, pour des raisons, oui c'est ça, à la fois personnelles et professionnelles, pas toutes bonnes d'ailleurs, sur l'importance d'une façon générale pour la saga. Tu parles de 1999, je suis assez d'accord, mais je dirais quand même que la ressortie 2 ans plus tôt de l'intégrale de la première trilogie en version, en édition spéciale, bon, qu'on l'aime ou pas, bon, je n'aime pas non plus évidemment, et c'est là aujourd'hui la seule qui est disponible sur le marché, mais en 1997, quand Star Wars, quand La Guerre des Étoiles ressort en édition spéciale, là vraiment il y a un nouveau, une porte qui s'ouvre sur une nouvelle génération de spectateurs que va moissonner, que va moissonner ensuite La menace fantôme qui sort en 1999. En 1997, Lucas a déjà décidé de faire une seconde trilogie. Il est en train de la préparer et il sait qu'il a besoin de convertir de nouvelles générations de spectateurs en ressortant les films en salle. Et en les ressortant pas juste comme ça simplement, mais en les augmentant de choses qu'il estime qu'il n'avait pas pu faire à l'époque et que désormais la technologie numérique lui permet de faire. Et ça, il a eu tout ça, il a nourri cette réflexion en voyant le Jurassic Park de Steven Spielberg.
Spielberg en 1993, dont les effets numériques ont été fabriqués par ILM, la société d'effets spéciaux créée par Lucas. Et donc voilà, tout ça est lié. Et donc pour moi, voilà, 97, ressorti de la guerre des étoiles, l'édition spéciale et des deux autres opus, c'est vraiment une date importante pour le renouvellement des générations et parvenir à ce qu'est Star Wars encore aujourd'hui, un mythe qui m'a l'air définitivement introuvable. Moi, sans originalité, les deux dates marquantes, il y en a une qui n'est pas dans le tableau, magnifique. Je dirais 1980. Pourquoi? Parce que 1980, c'est l'Empire contre-attaque et c'est une suite qui s'avérera être vraiment en tout point plus forte que le premier opus, hein, comme la critique le dit assez souvent. 1980, parce que c'est aussi en France la date où on diffuse Autant de la guerre des étoiles sur TF1. Un 1er janvier, et puis c'est l'apparition de Temps X qui parlera beaucoup de Star Wars à la télévision. Et puis, parce que voilà, l'Empire contre-attaque avec sa construction en échiquier, l'apparition de Yoda, la bataille dans la neige en tout début de film, avec les Tauntaun, les AT-AT, etc. On est vraiment dans quelque chose qui confine au merveilleux. Irving Kershner a vraiment réussi, donc c'est le réalisateur du deuxième volet, a vraiment réussi à faire un film qui dépasse complètement et qui n'a jamais été finalement depuis refait dans tous les volets de Star Wars, à part l'Attaque des clones. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais je trouve qu'il y a quelques petits points communs justement dans des innovations, dans une déconstruction un petit peu du mythe de la saga et puis par un aspect, on va dire, intrigue policière, l'aspect romance aussi qu'on ne retrouve plus après dans les autres films, qui a été très contesté mais qui est présent. Voilà, il y a une vraie innovation. Il y a une vraie innovation avec l'univers, qu'on retrouve aussi un petit peu dans Rogue One, on en parlera un peu. Mais voilà, pour moi, l'Empire contre-attaque, c'est le film qui marque et qui devrait marquer, puisque selon toute vraisemblance, dans 3-4 jours, on devrait très vite comparer le film qui sort avec l'Empire contre-attaque. On en parlera. L'autre date qui n'est pas dans le tableau, c'est, je fais court, hein. C'est 1986, désolé, je suis un peu long. Je suis bavard, désolé. 1987, première diffusion hertzienne de La guerre des étoiles sur Antenne 2, un 1er janvier, et là c'est le choc parce que, gamin qu'on était, on pouvait regarder le film sur un écran de télé avec nos parents, puis là c'est là qu'ils ont vu qu'on était complètement dingue, quoi, mais voilà. T'avais pas Canal Plus alors? Si Canal Plus avait diffusé avant, 86 ou 85, voilà, 85. Mais j'ai bien dit première diffusion hertzienne, ouais, en clair. Et j'aimerais un petit peu développer l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'époque en France. Alors donc, quelle est l'idée que vous en faites? Quelle est l'idée que vous en faites ou que vous avez vécue? Peut-être Philippe. Oui, non, mais moi j'étais pas vieux du tout à l'époque, hein. J'étais enfant. Alors je pense qu'Antoine, qui a écrit un livre sur la question, sera plus informé que moi là-dessus. Voilà, moi je me rappelle juste qu'il y a quand même eu un sacré. Il y a eu un impact incontestable du film quand il est sorti, un traitement médiatique, je pense, d'envergure. Une certaine incrédulité, mais forcément on n'a pas de recul à ce moment-là. Donc on a tous en tête ce fameux débat du masque et la plume, où des choses assez énormes ont été dites, et quand je dis énorme, c'est pas dans le bon sens, sur la guerre des étoiles, où l'un des critiques présents, je ne me rappelle plus son nom, mais je crois que tu mentionnes cet épisode-là dans ton livre, où l'un des critiques présents de masque et la plume avait fait des comparaisons quand même très hasardeuses entre les forces de l'Empire telles qu'elles sont représentées et le fascisme, mais c'était plus dans le sens de voilà, Star Wars faisait inconsciemment, manipulait inconsciemment et de façon un peu imprudente des iconographies fascistes. Donc voilà, il y a des gens qui sont passés complètement à côté du film, y compris aux États-Unis, où les premières critiques, certaines premières critiques ont été désastreuses. Et elles auraient pu être désastreuses d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, à juste titre, parce que quand on voit les bonus de l'édition DVD sortie en 2004, il me semble, de la trilogie, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, quand on voit les bonus des scènes qui ont été coupées par Lucas, il y a quand même des scènes qu'il a tournées
qui, si elles étaient restées dans le montage final de La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, aurait vraiment donné au film un aspect profondément cheap et à la limite quand même de la série Z. C'est incroyable la pression qu'il a fait. Enfin, il a vraiment fait les bonnes coupes au bon moment. Voilà, et c'est ça le jeu quand on la voit, elles ont beaucoup de charme, elles ont un charme cheap, désuet, vraiment amusant, mais elles tranchent, elles jurent complètement avec ce qu'il est resté du film et ce qu'on en garde en tête aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que les critiques négatives qui sont focalisées sur l'aspect le plus pulp, on va dire, du film, sont aussi compréhensibles d'une certaine manière, parce que c'était à la fois tellement novateur dans le traitement et tellement référencé de choses un peu ringardes déjà à l'époque que le fait de passer à côté ne sort pas de nulle part non plus. Je ne fais pas du tout partie des gens qui raillent les personnes qui ont critiqué Star Wars à l'époque, les critiques qui ont détesté, qui n'ont pas aimé Star Wars, avaient tout à fait le droit de ne pas recevoir le film et de ne pas rentrer dans l'univers que proposait Lucas. C'est un peu facile, 40 ans après, évidemment, de se moquer, de pointer du doigt et de dire bande de nazes, vous n'avez rien compris. Donc voilà. Mais, moi, je pense vraiment que quand c'est sorti, c'est une véritable alchimie, parce qu'il faut se remettre dans le contexte d'il y a 40 ans, on ne sortait pas tous les films comme maintenant. Là, l'épisode 8, je pense que sans tromper, il était quasiment déjà remboursé avec les produits dérivés avant même sa sortie, si vous voulez, alors qu'il a coûté une fortune. Là, on parle d'un film à 10 ou 11 millions de dollars, ce qui était absolument rien pour l'époque. C'est un petit film. Il y avait au même moment Sorcerer, le convoi de la peur de William Friedkin qui est sorti, qui coûtait quasiment le double, qui a été un naufrage financier, qui n'a pas marché, donc qui maintenant est complètement réhabilité. Mais Star Wars, c'est vraiment le public qui l'a fait, parce qu'on ne sortait pas non plus du tout des films comme maintenant. Maintenant, on arrive à sortir un film mondialement, c'est-à-dire là, on va être les premiers, nous les Français, à pouvoir le voir. Je pense une avant-première un peu confidentielle à Los Angeles pour les Américains, et puis ensuite eux ils l'auront vendredi. Vous êtes à Los Angeles? C'est aujourd'hui là. Ah, c'est aujourd'hui d'abord. On y va, on est à Paris. Non, je croyais qu'il y avait une étude chez vous. Et là, c'était. Alors pour les États-Unis, bon, 25 mai, voilà, ça c'est. On voit des photos avec des files d'attente spectaculaires. Ça a cartonné tout l'été. Le choix de la date, c'est pas fait au hasard, mais ça a été quand même des grosses discussions parce que normalement on ne sort pas un film avant l'été, etc. Ça a été que des suites de Paris. Et ça a fonctionné. Et la France, il faut le savoir, alors je décris un petit peu dans le livre parce que j'ai fait pas mal de recherches. La date a été bougée plusieurs fois parce que il y avait L'espion qui m'aimait qui devait sortir, il y avait L'animal de Claude Zidi avec Bébel qui sortait aussi, et puis il y avait Bernard et Bianca, déjà Disney, qui se profilait. Nous irons tous au paradis aussi, un film. Donc, tous ces films-là, c'est des films de la fin de l'année 77. Et la date de sortie de Star Wars, au début, on avait dit le 12 octobre, en même temps que L'espion qui m'aimait, voilà, comme ça, bon, c'est pas grave. Et puis, il y a eu le bouche à oreille de l'été américain. Il y avait Michel Drucker, qui était aux États-Unis à ce moment-là, qui a commencé à en parler. On le voit d'ailleurs dans plusieurs vidéos où il se trouve au moment où, vous savez, il y a la cérémonie des empreintes là, de Dark Vador, 6PO et R2D2. Et ben, il est derrière 6PO. Excusez-moi, j'ai dit 6PO. Voilà. Et on le voit sur les images. Donc tout ça, ça a contribué à se dire, oh là là, c'est pas un petit film anodin qu'on sort, il va peut-être cartonner, soyons un peu prudents. Et puis autre chose aussi sur laquelle on insiste beaucoup, mais qui a eu énormément d'impact, puisque la critique notamment du film est beaucoup sortie à ce moment-là, c'est le Festival de Deauville, où en fait le Festival de Deauville, on a réussi à projeter La Guerre des Étoiles dans des conditions absolument mauvaises, on va le dire. Mais il y avait Carrie Fisher, Harrison Ford, Gary Kurtz et sa femme qui étaient là. Gary Kurtz qui était pris pour le réalisateur, et l'autre second barbu. C'est bon, c'est lui. Donc il y avait des articles qui disaient n'importe quoi. Moi j'adore je les collectionne un petit peu ces articles-là. Luke est appelé Duc. Voilà. Dark Vador, ça devient Dark Vader. Dark Tater. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Donc les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Pour l'anecdote, Philippe Brullier qu'on a rencontré aussi, qui nous a fait la préface du livre.
Donc il y a une influence directe ou indirecte assez nette sur la sortie, enfin sur le visuel du film. Quand il a assisté à l'avant-première sur les Champs-Élysées, il était avec Yves Montand, et Yves Montand s'est levé au milieu du film. Voilà. Grâce au succès du premier film, Star Wars 77, George Lucas a gagné le droit de continuer sa trilogie, avec un budget plus important, et du coup, il a dû se rapprocher de ses objectifs visuels en termes d'ampleur, d'effets spéciaux, de planètes, de personnages, d'aliens, etc. Donc là, on a la sortie de l'Empire contre-attaque en 1980, la sortie de Retour du Jedi en 1983. Philippe, tu l'évoquais tout à l'heure, de l'aspect peut-être mythologique, en tout cas avec cette trilogie, il y a même une création d'un mythe qui s'agère avec cette trafic. Donc peut-être est-ce que là tu peux dire un mot sur ce caractère unique au cinéma d'une mythologie créée par George Lucas? Oui, enfin, c'est encore une fois pour les enfants qu'on était à l'époque, je crois que c'était vraiment la première, en dehors des Disney qu'on allait voir en famille, c'était une vraie proposition peut-être même la première proposition qu'on avait d'un univers merveilleux, d'un conte avec voilà, un début, un milieu, une fin. C'est amusant de se rappeler d'ailleurs que Lucas avait frappé à la porte de Disney pour produire La Guerre des Étoiles, et les responsables du studio Disney à l'époque lui avaient dit non, tout simplement. Et donc on a en effet un univers assez disneyen dont on connaît les racines mythologiques en dehors des influences cinématographiques de Lucas. On sait aujourd'hui comment il a été influencé pour l'écriture de ces trois volets par les écrits de Joseph Conrad, par la légende du roi Arthur, vraiment par il y a une influence des grands récits mythologiques extrêmement forte sur ces films, qui a pu être en effet encore plus marqué et affirmé par l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, pour lesquels il a bénéficié enfin des moyens dont il voulait, surtout sur le Retour du Jedi. Et voilà, que dire de plus, ce n'est que, en tout cas, moi je parle encore une fois du point de vue de l'enfant et du préadolescent que j'étais au moment de la sortie de ces films-là. C'était les seuls, en dehors, encore une fois, des films Disney, c'était vraiment les seuls qui proposaient un univers créé de toutes pièces, contenu, dont on avait l'impression qu'il avait existé, de par ce carton il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, et dans lequel on voulait irrémédiablement se projeter et s'immerger. Donc il a été vraiment le seul à faire ça à l'époque. Et j'ai vraiment le souvenir très fort d'un sentiment de deuil quand le Retour du Jedi est sorti, et quand on lisait ou qu'on entendait de la bouche même de Lucas que ça serait vraiment terminé, qu'il était rincé, et qu'il fallait vraiment qu'il tourne la page de la Guerre des Étoiles. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi je pense qu'on était sur une période absolument féerique au niveau cinématographique. Pour moi, il n'y avait pas que ces films-là. Il y avait toute une flopée dans la lignée de... C'est incontestablement Star Wars qui a lancé le mouvement, mais si vous vous souvenez, Alien, évidemment, le premier titre français c'était L'Innommable, Indiana Jones, évidemment, oui, on est quand même voir. Blade Runner, il y a eu puis jusqu'à Retour vers le futur, il y a eu toute une période comme ça assez faste. Il faut savoir, par exemple, l'Empire contre-attaque en 1980. En France, la date de sortie a été avancée parce qu'il y avait justement déjà Disney qui se profilait, il y avait le Trou Noir. Le Trou Noir, on s'imaginait que c'était un film absolument fantastique. Bon, finalement, c'était un petit peu lent et un petit peu casse-pied. Mais voilà, il y a eu Flash Gordon aussi, il y avait des... C'est un peu ce que dit Philippe, justement, le fait que Star Wars était le seul à réussir Oui, parce que, alors attention, que les choses soient claires, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'autres films merveilleux pour les deux, je m'en rappelle très bien, parce que vraiment, en effet, cette période de la fin des années 70 jusqu'au Retour du Jedi, finalement, parce qu'après, la science-fiction à gros budget à Hollywood a été un petit peu, même énormément abandonnée. Jusqu'à Retour vers le futur. Oui, mais on n'est pas dans l'espace opéra avec La voiture des Ewoks aussi, je suis désolé, c'est un excellent film, je vous conseille de le revoir. Mais en effet, on a eu comme ça une parenthèse enchantée pour les gens qui sont fans
de space opéra, de science-fiction et de merveilleux. Cette parenthèse enchantée entre en gros 78 et 83 en fait. Et je suis désolé, c'est vraiment Lucas qui a scandé cette période-là et qui l'a porté, et il a été le seul à le faire sur 3 opus, sur une saga en 3 épisodes. Et en effet, il y a eu Le Trou Noir, que j'ai été voir au cinéma aussi, mais qui a été un échec effroyable et qui en plus est un film que Disney a lancé, a produit pour surfer sur le succès Star Wars et qui est quand même, quand on le revoit aujourd'hui, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, il a été diffusé sur le câble, c'est quand même, il y a de magnifiques images, de magnifiques effets spéciaux, une magnifique partition signée John Barry, mais c'est quand même un nanar de luxe. Et voilà, tu parles de Flash Gordon, c'est quand même une production. C'est une production d'Ino De Laurentiis, c'est une espèce d'opérette méga rococo, méga kitsch, même à l'époque, j'avais 10 ans, je m'en rendais compte. Et Lucas a été le seul, j'insiste. On en oublie un, désolé, je suis désolé. Il y a E.T. Non mais moi je te parle vraiment de saga. Voilà. Et c'est mythologique aussi. Et c'est pas un space opéra. Vraiment, j'aurais peut-être précisé mon propos, je parle dans la discipline du space opéra, du film d'évasion galactique, etc. Avec un tel contenu mythologique. Pour moi c'était le seul. Mais après, tu as raison, attention, pour les gosses qu'on était à l'époque, il y avait tous ces films-là, E.T., le Trou Noir, Flash Gordon, Indiana Jones, Conan le Barbare, on s'était limite déjà quand on était gosse. Mais ça passait. Blade Runner, le film était interdit moins de 13 ans à l'époque quand il était sorti, moi j'étais trop jeune. Donc voilà. Donc j'aimerais bien qu'on se replonge à cette période de 2012. Et à ce moment-là, quelles ont été vos craintes, vos espoirs en apprenant que Lucasfilm, que George Lucas vendait son petit bébé à Disney? Moi, de mon côté, en fait, j'étais ravi. En fait. Je me disais, on va avoir des nouveaux films Star Wars. Ils seront peut-être bien, ils seront peut-être pas bien. Mais s'ils sont pas bien, tant pis. De toute façon, moi, j'ai pas aimé la trilogie, donc un de plus, un de moins, voilà. Et s'ils sont bien, super. Voilà. Donc, en fait, j'étais pour le coup très terre à terre en me disant juste, ça va être la chance de voir des nouveaux films Star Wars, un univers tellement riche. Cool. Moi, j'étais pas forcément enthousiaste parce que je me disais, bon, allez, ok, encore l'exploitation d'une franchise qui existe déjà. On a vu en plus ce qu'a donné la prélogie. Donc, bon. Et en même temps, c'était quelque chose d'assez cohérent. On sait aujourd'hui que l'histoire de Lucas, que Lucas et Disney partagent une histoire commune qui remonte à loin. Lucas a toujours été fasciné par l'univers disneyen. Le studio Disney, de ses propres propos, des propres propos de Lucas, et je pense que ça correspond vraiment à la réalité, était pour lui le studio le plus stable dans le microcosme hollywoodien, celui qui allait entre Fox, Universal, Sony, Paramount, était celui qui, mine de rien, à ses yeux, respectait et serait le plus à même de respecter l'héritage Star Wars. Et il avait en tête vraiment ce que Disney avait fait avec Pixar et Marvel, racheté quelques années plus tôt. Et quoi qu'on pense des films Marvel ou des films Pixar sous l'ère Disney, il n'y a pas eu vraiment de faute de goût majeure. Disney a à peu près laissé travailler en autonomie, en tout cas c'est vrai pour Marvel que je connais un peu plus, et Disney et donc Pixar aussi, ce qui me confirme, Disney, la stratégie Disney est de vraiment laisser travailler les filiales un peu en autonomie tant que les films sont des cartons. Et donc on pouvait se rassurer que du fait que Disney rachète Lucasfilm et mette en vente une nouvelle trilogie Star Wars, par rapport au fait que voilà, ils avaient également laissé Kathleen Kennedy, la nouvelle patronne de Lucasfilm, tranquille. Et je crois que c'est le cas, qu'on aime ou pas. Après, moi je suis pas fan du Royaume de la France du tout. Non, oui, mais après, on y revient après. Je crois que qu'on aime les films ou pas de l'ère de Disney, on va dire, en fait, c'est juste la nouvelle ère Lucasfilm, dans le sens où ça reste les œuvres créées par Lucasfilm. Je ne pense vraiment pas que Disney ait d'ingérence là-dedans. C'est vraiment le même schéma que sur Pixar ou Marvel. Ils ont acheté quelque chose qui marchait, ils mettent de l'argent dedans, et ils laissent les gens qui étaient déjà en place pour continuer de faire marcher le truc. Il y a une espèce de bon sens là-dedans, de dire on achète un truc qui marche, c'est pas pour tout changer dans le truc qui marche déjà. Les films cartonnent évidemment, parce oui, que ces gens-là ont des comptes à rendre aux actionnaires de Disney. Bien sûr, il y a quand même l'annonce récente d'une nouvelle encore trilogie, d'une quatrième trilogie. Ouais, mais là-dessus, on en reviendra après, mais je pense que de toute façon, à partir du moment où il y avait le rachat, pour moi, il n'y avait pas d'idée de ils vont faire 3 films ou 4 films, ou même 6 films, puis arrêter et dire on reviendra peut-être dans 30 ans, entre-temps on va plus y toucher. On se passe désormais une trentaine d'années après le retour du Jedi.
peut évidemment pour l'instant pas juger la postologie dans son ensemble, donc l'épisode 7. Est-ce que vos craintes, vos espoirs, vos craintes étaient justifiées Je vais peut-être les noter, mais je suis peut-être. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. Pareil. Voilà. Je le trouve vraiment, vraiment chouette. Parce que, voilà, ça m'a pas du tout fait l'effet de la menace fantôme à son visionnage. Le premier visionnage, après, c'est vrai que je lui ai trouvé plein de défauts. Mais le premier visionnage, je me suis dit, tiens, ça marche, ouais, ça marche. Ouais. Il y a Yann Solo, il y a Luc à la fin. Excusez-moi, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment chouette. Il y a des bonnes idées. Voilà, le Stormtrooper qui se rebelle et qui pilote un chasseur-taille. Mais on a toujours rêvé de faire ça. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver un petit peu les parties de jeux de rôle que je faisais à la fin des années 80, début des années 90 avec des copains où on inventait des histoires complètement farfelues. On y était, quoi. Après, il y a des tas d'incohérences, il y a des faux raccords, il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est facile après de dénigrer. Il faut se rappeler encore une fois oui, mais le premier plaisir, moi je suis vraiment de la génération, voilà, 80 je suis devant l'Empire contre-attaque, voilà, c'est bon, j'y suis. 99 je suis devant la menace fantôme, aïe, oui, aïe. Et là, le réveil de la force, ça marche, voilà, à ce niveau-là. Non, bah, moi j'ai revu le film hier. J'ai revu le film hier soir, il passait sur Disney. Non, alors c'est pas un supplice, je hais pas le film. Et je trouve que les 35 premières minutes fonctionnent très très bien. Jusqu'à l'apparition de Han Solo. Voilà. Et à partir de là, je trouve que le film est scénaristiquement extrêmement paresseux. Bon, évidemment, je dis tout ça avec il faut être humble par rapport à. C'est quand même ce qu'a fait J.J. Abrams. Techniquement, le film est très beau, visuellement, c'est très beau. Je m'incline forcément devant globalement l'œuvre globale qui fait que Abrams a réussi à réallumer le feu. Pardon, je vais les vannes on est toujours là-dessus. Mais en dehors de ça, voilà, j'ai retrouvé les mêmes tics que J.J. Abrams, que je déplore dans le cinéma de J.J. Abrams, à savoir toujours cette tendance au recyclage. Donc là, en effet, des recyclages de séquences scénaristiques que les gens ont adoré dans La Guerre des Étoiles et dans l'Empire contre-attaque, l'Étoile Noire. Et j'ai trouvé ça extrêmement paresseux. Et je dirais même, quand on revoit le film, il y a en effet beaucoup de choses, beaucoup de comportements qui ne sont pas cohérents chez les personnages, des décisions qui sont prises, on ne comprend pas trop pourquoi. Même au début, même dans ces 30 premières minutes que j'aime beaucoup, on ne comprend pas trop vraiment, je ne comprends pas pourquoi Finn décide de se rebeller en fait. Il n'y a aucune caractérisation préalable du personnage. Il pète un câble lors de la première scène et donc il décide qu'il en a marre, il veut se tirer et qu'il va aider Poe Dameron à s'échapper. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. C'est vrai, abandonné. On ne comprend pas pourquoi Ray, à un moment, décide d'aller aider le petit bébé 8 alors qu'elle est tranquille dans son bivouac quand on bougeait. Non, il y a plein de trucs comme ça. Tout est fait juste au nom de « ouais, c'est cool ». Ah ouais, c'est cool, on retrouve les trucs de la magie des premiers films. Et moi, ça ne suffit pas. Et je trouve le film ennuyeux même. Dans toute sa deuxième moitié, je trouve que tout est hyper prévisible, c'est linéaire, c'est barbant, toutes les scènes qui se passent à l'intérieur de la base Starkiller. Moi, je me suis, là, en le revoyant bien, je me suis profondément ennuyé. Après, voilà, je déteste pas le film. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois que j'ai vu. Donc, mine de rien, c'est qu'il y a quand même un certain plaisir à voir. Moi, j'ai vraiment adoré en fait, tout le truc sur le recyclage, qui est quand même une des critiques récurrentes qu'on lui fait. J'en suis conscient et à la fois je ne trouve pas que ce soit vraiment un défaut dans le sens où justement un truc très cynique. Voilà. Alors moi je trouve pas, parce que je trouve que justement la trilogie d'origine était déjà un recyclage de plein d'œuvres. On retrouvait le château de l'araignée, on retrouvait plein de choses que Lucas avait digérées, redigérées, remis en forme. Et sur l'année de la force, c'était pour lui, pas pour plaire à une audience. Ouais, mais moi j'ai l'impression que le
le scénario en fait du Réveil de la Force fait la même chose, mais avec les Star Wars. Et du coup, on est dans quelque chose de quasiment méta où c'est ça, c'est le méta. Ouais, mais ça ne me gêne pas dans le sens où, ouais, mais ça me gêne pas dans le sens où justement les personnages sont réussis et où justement, pour moi, on arrive à les suivre, etc. Et il y a un truc, par exemple, sur lequel je trouve qu'il y a une différence, par exemple, fondamentale avec Un Nouvel Espoir, c'est que, avec Un Nouvel Espoir, le personnage, par exemple, les personnages de méchants, Dark Vador, par exemple, étaient très peu développés. Dans l'idée de Lucas, à la base, Dark Vador, c'était censé juste être un méchant un peu plus fort que les autres, voilà, il avait des pouvoirs, il avait la force, mais c'était un méchant parmi d'autres. Dans son idée d'origine, Dark Vador était censé mourir juste après. C'était un méchant qui était censé mourir dans la suite. Et c'est après qu'il a réinjecté des choses là. Là, quand on voit, par exemple, le traitement de Kylo Ren, alors c'est un traitement qui est très particulier, donc auquel on peut adhérer ou pas, ça je comprends, ça je le conçois, mais c'est un personnage qui est quand même beaucoup plus creusé, beaucoup plus approfondi que tous les méchants qu'on voit dans Un Nouvel Espoir. En fait, aussi, ça y est, ça a été annoncé en plus en même temps que cette trilogie de Rian Johnson, mais ça a été annoncé un petit peu bizarrement, donc on ne sait pas trop. La série télé, c'est le serpent de mer de Star Wars. Je sais qu'on en parlait déjà, voilà, du coup, dans les années 70-80. Mais c'est vrai que pareil, ça peut maintenant, aussi avec tous les films qu'ils font, ils gardent, je pense, une partie des décors, des costumes, etc. Ça leur donne une base folle pour faire une série télé à gros budget, à moindre coût. Et ouais, on a envie de voir une série télé de type avec l'ambition d'un Game of Thrones, mais se déroulant dans l'univers Star Wars. Je parle de l'ambition. On en est loin. Hein. Ouais. Mais ouais. Moi, j'ai des attentes, c'est plus concret. J'ai très envie de voir ce fameux parc où on pourra être vraiment dans Star Wars. Je trouve ça bien kiffant comme idée. J'espère que ce sera prometteur. Voilà. Puis sinon, oui, une série, oui, c'est une bonne idée. Ouais, voilà. Philippe. Un film que t'aimes bien. Non mais oui, voilà, moi je suis un peu à courte vue là, j'attends surtout le lundi et j'espère que... Lundi c'est pour les journalistes. Oui, pardon. Oui, mercredi pour le grand public. Voilà, enfin bon, on voit juste le film 48 heures avant sa sortie, ça, donc on n'a pas un énorme problème non plus. Donc non, j'espère que les derniers Jedi sera... qu'on sentira la patte de Rian Johnson et qu'on sera un peu moins dans le fan service que ne l'était le Réveil de la Force. Maintenant que les bases ont été posées, le plus gros du boulot, c'est vrai, J.J. Abrams a fait le plus gros du boulot en réanimant la franchise il y a 2 ans. D'ailleurs, on sent bien qu'il y a moins de... Je sais pas, j'ai l'impression de voir moins d'affiches, le budget promo est un peu moins... C'est quand même. Cette année, c'est très présent. Il y a un partenariat avec Renault, vous avez des bouteilles de Coca-Cola partout, des bouteilles de Volvic. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression quand même que c'est moins matraqué. Quand même. Mais c'est peut-être un sentiment subjectif parce qu'il y a 2 ans, effectivement, on avait... Les Français sont au taquet quand même pour avoir la licence. Oui, ça, j'imagine. Mais c'est peut-être parce qu'il y a 2 ans, quand le Réveil de la Force est sorti, voilà, on n'avait pas vu de Star Wars au cinéma depuis 10 ans, donc il y avait un sentiment d'événement vraiment génial, quoi. Surtout pour les fans de la première heure, c'est clair, malgré les doutes qu'on pouvait avoir. Là, on a l'impression quand même que le train est parti, c'est une nouvelle gare à laquelle on va s'arrêter. J'espère juste que on sera moins dans le fan service et que Rian Johnson aura un peu plus les coups des franges pour imposer des idées un peu neuves. Après, pour le reste, pour la future trilogie, on est dans un mythe de très longue durée. Moi, je suis déjà un petit peu hors du truc. Je me sens un peu hors du coup maintenant. Je vais continuer à aller les voir, les films certainement. La série télé, je vais forcément la regarder. J'aurai toujours forcément un frisson et le cœur qui s'accélère un peu dès que j'entendrai... Je vais dire jusqu'à la fin de mes jours. Dès que j'entendrai le thème de John Williams, c'est à vie, quoi. Il n'y a rien à faire. Et ça me l'a fait quand j'ai revu hier soir le Réveil de la Force. Donc tout ça sera en moi jusqu'au bout, mais j'ai plus d'attente fiévreuse pour la suite, quoi. J'espère juste pas être déçu par les derniers Jedi.